Temps est terminé. Nous allons maintenant poursuivre avec l'échange avec Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vos équipes d'être présentes. Écoutez, je vous entendais d'entrée de jeu. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas toujours d'accord, mais vous citiez itinérance et jeunesse dans votre exposé d'entrée de jeu. Puis je pense que c'est les deux dossiers qui nous... parmi les priorités des priorités, on va s'entendre que l'ensemble du dossier des services sociaux est en étude, mais c'est là où on s'entend pour aligner nos priorités là-dessus. Je vais vous poser donc des questions en ce sens aujourd'hui sur ces deux principaux thèmes-là. Premier thème, notamment sur C14, sur la question de l'hébergement communautaire là, que vous indiquez dans votre budget, 35 millions par année en soutien à l'hébergement. Dans le budget 25-26, vous dites une somme de 175 millions, c'est ce qui est écrit dans le budget, et donc prévu sur 5 ans, on divise 35 millions. Et vous citez différents secteurs, là, vous citez l'hébergement des personnes en DITSA, vous citez notamment troubles du spectre de l'autisme, vous dites santé mentale, jeunes quittant les centres de jeunesse, et vous dites itinérance. Est-ce qu'on peut avoir la ventilation du 35 millions à ce stade-ci par les postes? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre? Non, à ce stade-ci, c'est pas, les sommes ne sont pas encore ventilées par les problématiques. Nous, ce que je peux vous assurer, par exemple, puis c'est comme ça depuis le début, tout ce qui est de l'hébergement pour l'itinérance, on va être au rendez-vous. Évidemment, on voulait avoir les résultats des deux concours là, de VCS. Un, le campement, puis deux, le VCS 3. Et maintenant qu'on les a, on va attendre l'approbation du fédéral et ensuite on aura une meilleure idée là, des ventilations qui vont être nécessaires. Mais encore une fois, je pense que depuis le début sur l'itinérance, là, on a toujours été au rendez-vous pour tout ce qui est hébergement. Puis on va continuer. Donc, dans le 35 millions, ce qu'il faudra pour l'itinérance sera au rendez-vous? Absolument. Donc, c'est-tu la même chose pour les centres jeunesse, pour la sortie de centres jeunesse, pour éviter l'itinérance jeunesse? Alors, la sortie des centres jeunesse, il faut aller dans la section PSL. PSL. Puis on sait que chaque année, il y a à peu près 2000 jeunes qui sortent des centres jeunesse. Et les chiffres des études montrent que le quart de ces jeunes-là sont à risque de faire des épisodes d'itinérance. Donc, c'est pour ça qu'on nous a alloué à la mise à jour économique. Le ministre des Finances avait alloué 500 PSL jeunesse. Cette année, au budget de cette année, il nous accorde l'accompagnement pour ces 500 PSL jeunesse, incluant pour le fameux projet Zénith que votre collègue nous parle souvent là, à Québec. OK. Donc, on a un volet, on a un volet accompagnement et on a un volet PSL pour les centres jeunesse. Exact. Il y a les deux volets. On a les deux volets. La ventilation, on va la prendre au compte-gouttes au cours de l'année avec les annonces? Pour les centres... pour les PSL, ça, vous allez le savoir. Pas pour les PSL, mais pour l'hébergement communautaire, le soutien communautaire à l'hébergement. Qu'est-ce qui va en jeunesse? Qu'est-ce qui va en itinérance? Qu'est-ce qui va en DITSA-DP? Pour le soutien communautaire? Oui. Disons qu'on a décidé de centraliser la gestion parce que on l'avait décentralisé auparavant. Et ce qui arrivait, c'est que certaines régions, ça c'est quelque chose d'important, à cause d'un meilleur travail entre les établissements puis les offices d'habitation, certaines régions étaient capables de sortir très rapidement les PSL et puis les hébergements supervisés, tandis que d'autres régions avaient plus de difficultés. Puis là, il fallait qu'ils fassent des échanges entre eux de PSL, etc. Donc, on a décidé de centraliser un peu cette gestion-là. Okay. Ça va se faire de façon transparente. Là, quand les projets vont sortir, on va être au rendez-vous. Puis pour ceux qui s'inquiètent, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'inquiètent, nous, ce qu'on dit, c'est que les sommes sont disponibles 3 mois avant l'ouverture du... Parce que Mme Duranceau a fait l'annonce de 500 unités à la fin de l'année 24. On a eu des discussions, notamment en chambre, sur l'accompagnement, un soutien communautaire. Vous avez vu dans les journaux les mêmes articles que moi du tournant, on en parlait tantôt. Vous avez eu les mêmes articles que moi aussi de la Maison Benoît Lorme qui est sortie dans les médias. Vous avez eu les Auberges du Cœur. Donc, il y a quand même une inquiétude notable là, de la part du communautaire de savoir que l'accompagnement communautaire est déjà difficile pour les ressources qui existent, encore davantage pour celles qui viendront ouvrir. Mais là, vous garantissez que les sommes seront au rendez-vous pour les nouvelles unités que Mme Duranceau a annoncées. Monsieur, juste un instant, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, je vous rappelle qu'on doit s'adresser à la présidence et également le titre, surtout le titre des ministres. Donc, merci. Allez-y, Monsieur le ministre. Oui, puis dans tous les exemples qui est mentionné, les sommes étaient disponibles.
Donc, nous, on garantit que l'accompagnement, on va le fournir pour tous ces projets-là. Je vous amène sur le terrain des PSL. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Une somme de 42,6 millions de dollars est donc prévue sur 5 ans pour assurer des services à 900 personnes vulnérables qui bénéficient du PSL. C'est ce qu'on lit à C14. Par contre, aux États généraux, il y a eu ces discussions-là sur la difficulté d'accessibilité au PSL. C'est la ministre, je ne la renommerai pas, qui s'est notamment attirée des critiques d'une partie de la foule présente au Centre des Foires après avoir affirmé que le PSL pouvait contribuer à apaiser la crise du logement, mais qu'elle a indiqué qu'une partie importante des sommes prévues n'était pas utilisée. Alors là, je voudrais vous entendre. Vous venez bonifier le montant. Vous confirmez que le montant a été donc utilisé à 100 pour l'année 24, malgré les prétentions relatées par la presse puis dans le discours de la ministre de l'Habitation. Puis vous êtes convaincu que les nouvelles sommes vont être utilisées aussi. Parce que Mme la ministre de l'Habitation disait que non. Disait que l'ensemble des sommes n'ont pas été allouées et utilisées. Là, on parle de nos PSL pour nos plus vulnérables. PSL volet 2. C'est ça. Donc, nous, nos 500 ont été utilisés. Donc, il n'y a pas de doute. Mais on a dû travailler fort, par exemple. Comme je vous expliquais tantôt, à cause de certaines régions où c'était plus difficile, à cause des interactions entre les établissements puis les offices d'habitation. Donc, certains, on a dû faire des échanges d'un établissement à l'autre, d'où notre approche un peu plus centralisée. Et on va travailler également, je pense que le modèle de la capitale nationale est probablement le meilleur modèle. Je me suis engagé également avec les établissements de l'île de Montréal de transporter cette meilleure pratique dans toutes les régions du Québec. Parce que Montréal, c'est l'une des régions, d'ailleurs, où c'est difficile. D'où le modèle où on fait beaucoup affaire avec le privé à Montréal. Oui. C'est un bon élément. Vous l'avez parlé, il y a le volet 2 pour l'assouplissement pour les personnes plus vulnérables, disons-le comme ça. Le volet 1, par contre, qui se destine notamment aux offices d'habitation, aux OMH, lui, par contre, a gardé ces mêmes rigidités. Est-ce que vous êtes ouvert à assouplir les critères de rigidité qu'on a dans le volet 2 au volet 1? Monsieur le ministre? Oui, mais ça, c'est pour les logements abordables, donc ce n'est pas nécessairement sous ma gouvernance. Parfait. On y reviendra. Je partage votre positionnement sur le logement et l'accentuation du logement sur la question de l'itinérance. Ceci dit, il n'empêche qu'on vit les crises qu'on vit, puis les problèmes de cohabitation qu'on vit, le métro de Montréal notamment, nos quartiers. Vous avez visité mon quartier à plusieurs reprises. On a même fait une petite marche là, aux abords d'un campement l'été dernier, si je ne m'abuse. Donc, vous connaissez les réalités de cohabitation qui sont difficiles. Je ne remets pas en question du tout la question qu'on doit focusser sur le logement, mais là, on a des enjeux de surreprésentation dans les refuges et un petit peu partout dans nos villes. Est-ce qu'il y a des sommes qui sont disposées et prêtes en refuge? Je comprends que vous avez 205 projets, vous en avez parlé avec la collègue, mais spécifiquement en refuge, on vise combien de places davantage à Montréal l'année prochaine? Il y a certains projets qui visent des refuges. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais certains visent des refuges, effectivement. Celui qui me vient en tête, c'est celui de l'organisme L'Itinéraire. L'Itinéraire? Oui, qui a un refuge. Qui va pouvoir donc ouvrir l'année prochaine. Cette année, on a eu un enjeu de locaux? Si tout se passe normalement. OK. Et on va avoir un 50, 100 places, quelque chose du genre? Ça, je ne sais pas comment... OK. Je ne peux pas tout dévoiler. Vous vous êtes évidemment engagé envers la collègue, si j'ai bien compris, de déposer la liste des 205 projets retenus. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure. On va l'avoir aussi par ventilation de ce qui est offert. Là. Si c'est du centre de jour, si c'est de l'hébergement transitoire, si c'est du refuge, on va voir ça dans la ventilation. Oui, le même document que j'ai vu dès que j'ai l'approbation du gouvernement fédéral. OK. Donc, on va être capable de savoir à peu près, parce qu'on a eu ces discussions-là, vous et moi notamment à l'automne, sur la planification à la dernière minute. Malheureusement, on a eu des enjeux. Vous avez aussi parlé des CIUS. Bon, moi, ce que j'ai devant moi, ou la personne que j'ai devant moi, c'est le ministre des Services sociaux. On a eu ces problèmes-là d'argent et d'appel d'offres qui sort à la dernière minute. Dans les 205 projets, il va y avoir une idée de pérennisation aussi. Si vous allez l'annoncer, puis on va avoir la liste, Madame la Présidente, de manière assez rapide, on va être capable d'avoir une idée en amont de ce qui s'en vient pour novembre prochain. Monsieur le ministre? On s'attend que dès que les organismes ont l'information, ils vont aller de l'avant. Donc, on ne devrait pas avoir une situation comme l'année dernière. Non, puis en plus, j'ai mis une directive que maintenant, il n'y aurait plus d'appel d'offres. D'ailleurs, pour le supplément VCS,
ils ont pris la liste des projets qui n'avaient pas été approuvés au dernier appel d'offres, plutôt que de refaire un autre appel d'offres. Fait que ça, j'ai envoyé un message clair au réseau, là. Donc, il y aura une pérennisation de ce qui a été offert. Exactement. Là. Puis tout le monde est, en tout cas de notre côté, là, on est tous tannés de ces rebrassages de cartes année après année. Là. Donc, en septembre, octobre, novembre, moi, j'ai pas 18 appels d'organismes qui sont pas au courant de si leurs budgets sont confirmés. Le message a été clairement envoyé. Je souhaite ardemment que vous ayez été entendu, Monsieur le ministre, évidemment. DPJ, jeunesse, vous en faites une priorité également. Les informations puis les sources. En fait, votre budget dit 145 millions de dollars par année sur 725 millions de dollars sur 5 ans. Vous avez parlé de quelques éléments, notamment les services de réadaptation. Là. Vous avez énuméré une série d'articles. On voudrait justement savoir exactement, un petit peu plus clairement, là, vos 145 millions, ils s'en vont où en jeunesse? Ministre? Oui, c'est vraiment principalement pour la réadaptation. Puis l'enjeu qu'on voit beaucoup actuellement, ce sont les débordements, les unités de débordement. Il y a également un enjeu avec les familles d'accueil également. Mais encore une fois, ce qu'on va demander là, dans le grand chantier de la réadaptation, ce sont d'améliorer les pratiques en réadaptation, puis aussi de réfléchir à comment s'attarder à faire plus d'efforts à maintenir les familles, les enfants dans les familles qui sont capables de prendre soin de leurs jeunes, plutôt que d'aller directement ou trop rapidement en réadaptation. Et aussi de venir aider les familles qui ont des enfants DIDP, TSA, que je répète, là, ne sont pas nécessairement au bon endroit dans des centres de réadaptation avec des enfants qui ont des troubles d'attachement. Donc, ce sont grosso modo les priorités. Donc ça va nécessiter évidemment de la main-d'œuvre, ça va nécessiter de la main-d'œuvre qualifiée. On a parlé de ça dans les dernières années, là, la reconnaissance des travailleurs, des travailleuses, des travailleurs sociaux notamment. Vous avez parlé de centre de réadaptation, vous avez parlé aussi d'accompagnement à la maison. Là. Donc, des sommes vont être disponibles pour l'embauche puis la reconnaissance de la qualité de leur travail. Bien, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin nécessairement de plus de travailleurs sociaux et pour la population qui est en débordement de centre jeunesse. Mais si vous vous souvenez, au budget de l'an dernier, on avait ajouté 108 millions de dollars et on a eu un recrutement assez important. C'est 500 éducateurs en centre jeunesse qui ont été ajoutés dans la dernière année à travers le Québec. Et une bonne partie des sommes du 108 millions ont été utilisées pour rehausser les équipes. Il y a encore un manque de main-d'œuvre à la DPJ, on ne s'en cachera pas. Mais nous, notre effort des dernières années était aussi de faire beaucoup plus en amont pour commencer à diminuer, ou là aussi on tente de renverser cette tendance là, du nombre de signalements et des délais de prise en charge. Donc, à l'intérieur du réseau, puis dans les réadaptes, vous ne voyez pas de modification, c'est ce que j'ai cru comprendre là, aux sommes qui étaient déjà là. Vous jugez que le réseau est fonctionnel? Bien, je pense qu'il faut rajouter de l'espace et évidemment de la supervision dans ces espaces. Il faut développer des espaces spécialisés et ça, il va y avoir un transfert de personnel qui vont être disponibles pour faire ça. J'en ai visité plusieurs. Et souvent, les unités des ITSA qui sont dans les centres jeunesse sont maintenues par du personnel des ITSA. Donc, eux, ils vont les suivre dans des endroits beaucoup plus appropriés. Et ça, c'est ça qui est important. On y reviendra quand on aura plus de temps sur les crédits, évidemment, sur ce point-là. Vous avez parlé des familles d'accueil. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des sommes pour les familles d'accueil. C'est des revendications importantes, ça? Absolument. On parle de quoi exactement? On n'a pas encore la ventilation des sommes, mais une partie des sommes va servir à payer les familles d'accueil de proximité. Parce qu'on en est, là, c'est quelque chose avec lequel je suis bien d'accord avec vous. Si on pouvait avoir davantage de gens dans des familles de proximité notamment, on aurait beaucoup moins de gens justement dans nos unités. Exact. Et je pense qu'on aurait quelque chose de peut-être plus périn. Je vois le temps qui